Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et nous recevons Stella Kamga, qui est chroniqueuse dans les grandes gueules sur une chaîne concurrente, dont on ne citera pas le nom, et également auteur de ce livre « La France n'est plus la France, dialogue non coupable ». C'est un entretien mené avec François-Xavier Consoli aux éditions du Verbe Haut. Mais ça vous va bien le Verbe Haut, parce que vous n'avez pas votre langue dans votre poche, chère Stella Kamga. Alors... Attendez, pardon, je monte légèrement votre micro pour qu'on vous entende mieux. Je voudrais commencer par le début de ce livre qui est absolument touchant, où vous racontez votre arrivée en France, enfin d'abord même votre enfance. Vous êtes camerounaise, il faut le rappeler. Et est-ce que vous pouvez déjà nous raconter un petit peu cette jeunesse camerounaise où déjà on découvre un monde où deux tribus, un mariage entre deux tribus pose problème. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça ? Tout à fait. Alors oui, effectivement... Mon père et ma mère, effectivement, viennent de deux tribus qui ne s'entendent pas spécialement au Cameroun. Et donc, un mariage pas forcément apprécié des deux familles, qui a fini effectivement par le résultat d'une séparation. Mais beaucoup plus parce que, voilà, lui, il n'était pas, un homme sur qui ma mère pouvait compter pour élever les enfants qu'elle a eus avec lui. Et ça a fait, si vous voulez, un peu un socle, c'est-à-dire quelque chose qui m'a un peu marqué, en ce sens que déjà, on est dans une famille qui n'est pas forcément... on va dire un cocon qui nourrit d'amour et qui espère que voilà les enfants vont grandir avec les étoiles plein les yeux. Et ensuite ça fait grandir, on grandit dans cette ambiance-là et puis tout ce qu'on espère en réalité c'est prendre une revanche sur la vie et se dire que voilà on va pas répéter les mêmes erreurs que nos parents ont fait. Entre autres, il y a une ambiance sociale, on va dire déjà dans le pays, qui fait en sorte que de prime abord, si on est dans une famille, on va dire classe moyenne, voire prolétaire, on a raté quelque peu le coach de sa vie parce que on n'a pas un certain nombre de privilèges et pour avoir accès dans des écoles particulières où pour le coup il y a un véritable enseignement, pour avoir un boulot digne de ce nom, pour une véritable carrière, il faut avoir soit des copinages dans le gouvernement, soit avoir la chance que moi j'ai eu d'être en France. Mais ce qui est intéressant avec cette introduction dans votre enfance du Cameroun, c'est qu'on voit donc ce qu'on disait, votre père vient de l'Ouest, la tribu dite des commerçants, les Bamileke, et ma mère est une Béti, une tribu qui se trouve surtout au centre et à l'est du pays. Les rapports entre les deux ont toujours été tendus et on voit ensuite par la suite que c'est même votre enfance qui a été ternie à cause de cette tension entre les deux tribus. Vous avez été plutôt, on va peut-être pas utiliser les grands mots, mais une forme de maltraitance tout de même vis-à-vis de vous par rapport aux cousins parce que vous n'étiez pas de la bonne tribu ou maintenant Exactement. Du coup une hybridation entre les deux tribus. Oui, c'est ça. À qui appartient les hybrides ? Les enfants de mariage moi, entre tribales. Nous autres qui sommes effectivement issus des mélanges de ces tribus-là, nous sommes nombreux? des hybrides. Oui, on Vous est êtes nombreux. Et donc, Curieusement. quel est le statut de ces Mais nini ? Non, selon la loi, on prend l'identité du père. Ah oui. Mais concrètement, vous êtes vu comment ? Pour le mariage après, quelle tribu vous accorderez Aucune. Aucune. Oui, que ce soit du côté paternel ou du côté maternel. Déjà, c'est un mariage qu'il faut vraiment... si les concernés ne sont pas amoureux, le mariage va tout droit dans le mur parce que les deux familles seront... par exemple, du côté de mon père, on lui proposera très certainement une seconde femme ou une troisième, ainsi de suite. Et du côté de ma mère, on considérera qu'elle a épousé presque un sous-homme. Et donc, c'est elle qui serait considérée comme une traître. Et donc, elle devrait épouser quelqu'un de sa tribu ou du moins quelqu'un autre que cette tribu-là. Mais ce qui est intéressant dans cette enfance, c'est que aujourd'hui, ça vous donne une grille de compréhension, un recul par rapport à notre situation en France où on accuse n'importe qui, un peu, ça va très vite, de racisme, de discrimination. Et vous avez vécu les choses de façon tellement brutale au Cameroun que je pense que vous pouvez... en effet, vous le dites d'ailleurs, vous ne considérez pas que la France est de la France raciste qu'on nous dénonce tous les jours. Mais je pense que c'est aussi cette enfance qui explique cela. Exactement. Encore une fois, beaucoup de gens me prêtent des mots ou des idées en essayant de dire que j'essaye de
d'emberlificoter l'image de la France, de dire que voilà, la France, c'est un ultime paradis, c'est l'arc-en-ciel tous les jours, non. Ou alors que j'essaie de nier des faits de racisme en France, non, ce n'est pas du tout mon propos. Mon propos, il est le suivant, c'est que moi, je viens d'un pays où, pour le coup, quand les tribus ne peuvent pas se blairer, clairement, ça va loin. C'est-à-dire que, pour le coup, il y a un certain extrémisme, surtout parce que à partir de ton nom, on sait déjà à peu près d'où tu viens. Et donc, tu n'as pas besoin, pour le coup, de te présenter un quelconque entretien. Il y a une discrimination réelle pour le coup. Non, mais continue. D'accord. Il y a une discrimination réelle pour le coup à l'embauche. Si, par exemple, je veux postuler dans une entreprise où le responsable serait du centre et qu'il voit mon nom qui a une consonance de l'Ouest, clairement, je serais discriminée, même si effectivement, ma mère est du centre. Mais le pauvre, il saurait pas, en fait, ou dirais-je le pauvre, pardon, mais il saurait pas que ma mère est du centre s'il ne voit pas mon acte de naissance. Oh, on sait tous bien que sur un CV, on voit les noms et les prénoms. Donc moi, j'ai le nom de mon père. Est-ce que vous avez vu les documentaires la semaine dernière, Noir en France? Tout à fait. Et qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'a inspiré du dégoût et encore plus du mépris. Parce que tous ceux qui ont intervenu dans ce documentaire-là... Pardon, on va peut-être faire un léger résumé de ce documentaire. C'est un documentaire... le documentaire Noir en France, c'est un documentaire qui a été publié, me semble, sur France 2, si je dis pas de conneries. La semaine dernière. Voilà. Et il parlait des Noirs qui seraient nés en France et qui ont vécu le racisme en France et qui ont expliqué... Quelle est la vie des Noirs en France? Exactement, pour faire un petit résumé en une phrase. Alors, comme je l'ai dit, moi, ça m'a inspiré du mépris parce que on a quand même une bande de personnes, pour le coup, qui ont réussi en France pour les plus adultes et qui réussissent quand même à se positionner en victime. Le documentaire... Il y avait notamment Rachel Kahn. Voilà. Pour moi, le documentaire commence par Yannick Noah. Yannick Noah qui est quand même une figure emblématique du tennis, qui a été reconnue comme telle. C'était adoré. À l'international. Personnalité préférée des Français, mais qui vient nous expliquer... Et des Françaises. Et qui viennent, merci, c'est important de le dire, et qui viennent nous expliquer que voilà, en pension, il était le seul noir en France, enfin dans son école. Pardon, mais déjà, en France, les prolétaires que je côtoie n'auraient même pas les moyens d'envoyer leurs enfants en pension, pour commencer. Ensuite, Yannick Noah, c'est le mec qui se plaint de racisme, mais je pense qu'il a été marié 3 fois, divorcé 3 fois, et toutes ses femmes, c'était des blondes aux yeux bleus. Donc, il n'a jamais épousé une noire. Et quand il est retourné au Cameroun, le club qu'il a créé, le club Yannick Noah, c'est un club réservé aux bourgeois camerounais, ou alors à la diaspora française vivant au Cameroun. Le pauvre qui vend, je sais pas moi, des légumes à même le sol, ne sait pas qui est Yannick Noah. Donc voilà quand même un exemple. Voilà quand même un exemple de personne qui arrive en France, qui a eu de la chance, qui est la preuve vivante que même si c'est arrivé qu'on ne l'ait pas aimé parce que je sais pas moi, il a une tête bizarre, ça n'a pas été un motif pour le discriminer, ça n'a pas été un motif pour l'empêcher de se réaliser en tant que personne. Et c'est ça. Et puis ça ne l'a pas empêché d'avoir des propos toujours très la France arc-en-ciel, l'ouverture et tout ça, marchons pieds nus dans les studios. Exactement. Et visiblement au Cameroun. Voilà, sans compter les autres témoignages qu'on a eu. On a eu un jeune qui s'appelait Ibrahima. Pour moi, un témoignage qui m'a vraiment personnellement touchée. Lui, il a vécu le harcèlement scolaire à l'école. Le harcèlement scolaire à l'école, il expliquait que ses camarades de classe l'ont déshabillé en classe et ont dit voilà comment on déshabille un négro. Le commentateur de cette scène-là dans le documentaire a expliqué que le jeune a été choqué parce qu'on l'a traité de négro, mais absolument pas. Il a déplacé le problème. Non, je pense que le jeune était beaucoup plus choqué que des gens qui ne connaissent pas ont eu accès à son intimité. Ça, c'était une agression sexuelle avant même d'être une agression raciste parce qu'on l'a traité de négro. Donc, à chaque fois, si vous voulez, moi, j'ai l'impression qu'on déplace, on déplace le problème. C'est noir vivant en France qui nous explique que les pauvres ils sont martyrisés, on les aime pas parce qu'ils sont noirs. Dans le même commentaire, c'est la même semaine dernière, j'ai vu une jeune fille, demoiselle, qui a écrit, qui a fait un tweet, qui avait rédigé un tweet sur Twitter et qui a expliqué que c'est curieux, eux ils se plaignent d'avoir été les seuls noirs dans leur salle de classe. Moi aujourd'hui, on cherche les blancs dans notre salle de classe.
Il y a quand même deux salles, deux ambiances. Les mêmes personnes qui se plaignent que voilà, en France, on nous aime pas et tout ça. Moi, je viens quand même d'un pays où le dernier de nos soucis, c'est de savoir si on nous aime ou pas. Le dernier de nos soucis. Nous, ce qu'on veut, c'est des emplois dignes de ce nom et un niveau de vie quand même qui digne du traitement d'un être humain. C'est qu'on a dépassé quand même le stade de on m'aime pas. Donc c'est ça en fait, ce documentaire, je l'ai vraiment trouvé rempli de mépris, surtout pour ceux qui défendent soi-disant la cause des Noirs, alors que les Noirs, pour le coup, qui sont à plaindre, bah c'est pas ceux qui vivent en France. J'ai vu aussi, en me préparant cette émission, que chez certaines personnes, vous suscitez des réactions extrêmement violentes et voire vulgaires, que je ne vais pas répéter ici. C'est notamment le cas de Booba. Qu'est-ce que vous avez dit ou qu'est-ce que vous avez fait qui l'ont touché à ce point? Alors, c'était suite à une émission sur une chaîne concurrente. Et donc, on m'avait posé une question sur les transferts de fonds partant de la France, voire de l'Occident, vers l'Afrique. Alors, j'ai dit pourquoi j'étais contre ces transferts de fonds, notamment via les organismes tels que Western Union, MoneyGram, enfin, pour ne pas le faire de pub, mais ces organismes-là, pour moi, c'est des machines à sous, c'est des machines à escroquer autant la diaspora que les Africains qui reçoivent de l'argent. Et moi, comme solution, j'ai dit qu'il serait peut-être temps d'inculquer la notion de la carte bancaire à ceux qui sont restés sur place. Parce que au Cameroun, il y a des banques. Et moi, j'ai appelé... ça ne veut pas dire que je n'envoie pas d'argent à ma mère ou que j'interdis qui que ce soit d'aider sa famille, très loin de là. Mais j'ai expliqué quand même que... Enfin, par rapport à ma mère, je lui ai dit, tu as un compte bancaire, envoie-moi ton RIB. Si j'enregistre ton RIB et que je te fais un virement de compte à compte, ça me coûte clairement moins cher. Et au passage, il n'y a personne qui va me prendre des frais, des commissions. Parfois, la personne peut avoir... des commissions sur la carte bancaire. Oui, mais les commissions sur la carte bancaire sont payées par an. Moi, par exemple, je paye 37 €, il me semble, par an, mais c'est toujours moins cher que d'envoyer, je sais pas moi, 10 € et de payer à peu près, on envoie 10 € au Cameroun. En matière de frais, je vais payer 2,50 € et la personne, pour retirer les 10 € va payer 2,50 €. Donc finalement, je me retrouve en train de payer 15 €. Et à chaque fois que je fais un transfert, je me fais sucrer au passage. Et donc, moi, j'ai essayé de leur expliquer que pour moi, c'est pas le meilleur moyen, en tout cas, d'aider l'Afrique. Beaucoup de personnes, en tout cas, se sont fait escroquer par ces moyens-là. Ça a fait d'ailleurs la une des faits divers. Beaucoup de personnes m'ont envoyé leurs témoignages que leurs familles leur ont pris des millions et des millions d'euros et les projets qui étaient censés voir le jour n'ont jamais vu le jour. Donc suite à cette émission-là, Booba il est monté sur ses grands chevaux parce que voilà, un compte de 5 millions d'abonnés qui ne produit plus rien, il a fallu qu'il surfe sur la vague du buzz que cette émission a fait. Il m'a déclaré ennemi public numéro 1 de l'Afrique et j'ai eu tous ces sbires qui me sont tombés dessus et qui n'ont pas arrêté de me dire tous les mots festifs que tu as pu voir en commentaire. Et il est allé quand même, il a poussé le bouchon jusqu'à écrire une chanson où il a carrément il m'a consacré une petite phrase, bien évidemment pas très sympathique, mais bon, quand à 50 piges, quand à 50 piges on vit à Miami et que on est nostalgique de la France et qu'on a besoin de surfer sur les buzz de Twitter pour exister, pour moi, ça veut dire qu'on a clairement raté sa vie. D'accord, ça c'est fait. On passera le mot à Booba. Et d'ailleurs, si Booba, qui de temps en temps retweet nos émissions, il faut le dire tout de même, si Booba souhaite venir au studio et être en face de vous, c'est la Kamga. Même s'il est à Miami, il est habillé pour l'hiver. Voilà, exactement. Alors, mais justement, on peut continuer sur ces personnes qui ont visiblement une forme de haine vis-à-vis de vous. Vous le dites aussi dans votre livre. Et ça a commencé avant même les gens de votre, entre guillemets, communauté en France qui sont censés vous défendre et vous aider à vous installer, qui finalement n'ont fait que vous tirer dans les... C'est ça, dans les pattes. Alors oui, et c'est pour ça que moi je trouve toujours très drôle d'entendre les gens dire oui, tu es une traître à ta race, traître à ta communauté. Clément, je pense que tu as un peu lu mon parcours. Est-ce que quelque part j'ai mentionné que j'ai reçu une quelconque aide d'une quelconque communauté? Ah non, donc, non, voilà. C'est plutôt l'inverse. C'est même. Je ne vois pas en quoi je serais traître d'une communauté que je ne connais pas. Ce n'est pas parce qu'on partage quelques marqueurs génétiques, notamment celui de la couleur de peau,
que ça veut dire que voilà, on se connaît et qu'on a les mêmes objectifs, qu'on a reçu la même éducation. Non, pour moi, quand j'appelle quelqu'un communauté, quand j'appelle quelqu'un famille, enfin, quand ces gens font partie, c'est des personnes que je connais, avec qui je partage les mêmes valeurs. Si on ne partage pas les mêmes valeurs, clairement, on n'est pas de la même communauté, encore moins de la même famille. Donc, il faudrait que les gens arrêtent quand même de raconter n'importe quoi. Je refuse, moi, d'appartenir à une communauté quelconque. Je refuse d'être assigné à la communauté de la couleur de peau. Je refuse d'être, comment on dit, attaché et encerclé et enfermé psychologiquement, parce que c'est ce qui s'est passé et on l'a pu remarquer dans le documentaire Noir en France. Toutes ces personnes-là qui se sont plaints et qui ont expliqué que voilà, la France c'est dur et ceci, c'est des personnes qui sont restées enfermées dans le prisme de la communauté, enfermées dans je suis noir et je ne peux rien faire, enfermées dans je suis noir et forcément celui qui est blanc en face de moi ne m'aime pas ou il exerce une certaine ascendance, une certaine autorité naturelle sur moi. Non, absolument pas. Moi je vis très bien en France, comme je ne manque pas de le rappeler. Je ne suis Même là si ça que n'a pas depuis... toujours été facile pour vous, franchement, lisez ce petit livre qui est absolument touchant. Je me suis dit, mais quelle vie vous avez eue depuis le début. Et à côté de ça, vous êtes rayonnante, pétillante. C'était pas les années 60, c'était il y a 2-3 ans. Hein. Bah oui, mais c'est déjà une longue vie pleine de rebondissements, d'épreuves. J'avoue que ma mère m'a souvent fait le commentaire en me disant Estella, tu n'as même pas 30 ans, mais à 30 ans, tu as déjà vécu énormément de choses. C'est vrai, mais encore une fois, comme j'ai pas manqué de le rappeler d'ailleurs à tous ceux qui m'écoutent, parce que voilà, la vie elle est un peu étrange. Parfois, on est avec de la chance. Parfois, oui, on n'a pas de chance. Mais c'est pas une raison pour s'attarder sur des petites remarques guéguerres de personnes qui nous aiment pas. Sincèrement, ces personnes-là, c'est pour ça que si vous voulez, les messages, les attaques sur les réseaux sociaux, ça ne me touche pas plus que ça. Et je sais pas s'ils savaient effectivement que ça me touchait pas plus que ça. Peut-être qu'ils arrêteraient. Mais franchement, c'est une vraie perte de temps. J'ai vraiment connu... Vous avez connu tellement pire que ça, voilà, exactement. Quand on vous lit, on comprend que c'était vraiment pas facile. Pour que ce soit de nature, en tout cas, à m'influencer ou à m'attrister dans ma vie. Vraiment pas. Alors, je voudrais un dernier mot d'un moment de votre livre où vous parlez, puisque tout à l'heure, vous parliez d'éducation, on n'a pas la même éducation. Vous parlez de l'éducation que vous avez reçue au Cameroun et de tous ces auteurs français que vous avez lus, hein, Rousseau, Rabelais, Proust, Proust Guillaume Apollinaire. Et vous rajoutez cette phrase que je trouve très intéressante, où vous disiez, à l'époque, là-bas, nous vivons dans un autre temps qu'ici. En fait, c'est comme si là-bas, l'école française fonctionnait presque mieux. Enfin, moi, c'est la conclusion que j'en ai tirée qu'aujourd'hui en France. Ça, c'est quand même le détail qui m'a choquée quand je suis arrivée en France. C'est-à-dire que quand je discute, d'ailleurs, déjà, dans mon entourage, je ne discute jamais vraiment avec les gens de mon âge. J'aime bien la compagnie des gens qui sont plus âgés que moi parce que je retiens beaucoup de leur expérience. Exactement. C'est sympa pour nous. Hein. Donc, j'ai une dame qui a pris le temps de m'expliquer que voilà, elle, dans les années, on va dire 80-90, je pense qu'elle faisait la terminale A, la terminale littéraire. La terminale A, c'est quelque chose qui est encore d'actualité au Cameroun. Quand elle m'expliquait voilà comment il y avait des suivis en général, comment ils étudiaient les livres. Aujourd'hui, le débat c'est est-ce qu'il faut pas ramener le langage trop soutenu de Molière au niveau des pauvres gens qui savent pas, qui ne comprendraient pas ce langage. Moi, ça me choque. Et puis on voit la H4 et Louis le Grand maintenant va supprimer moi, les quand j'entends les excellence. choses comme ça, moi je suis horrifiée parce que finalement, à quoi ça sert une grille d'analyse? À quoi ça sert une fiche de lecture? Parce que nous, effectivement, sans vouloir nous dégrader, on n'était pas non plus les plus fut-fut de la terre, mais sincèrement, quand on prenait un livre qui avait un langage soutenu qu'on ne comprenait pas, la grille d'analyse, la fiche de lecture servait à ça. On soulignait les mots difficiles, ça nous a mené à fouiller un dictionnaire et donc à comprendre ce que le mot difficile voulait dire, et ainsi ça élevait notre niveau. À la fin d'une fiche de lecture, même sans avoir lu le livre, une lecture en diagonale des analyses de couverture, on pouvait déjà deviner quelles peuvent être les intentions de l'auteur, quel est le message que l'auteur veut faire passer, est-ce que c'est une littérature engagée ou juste là pour l'art ou là pour le progrès. Ça quand même, c'était intéressant. Aujourd'hui, la question c'est les pauvres, ils comprendraient pas ce que le mot tergiversé veut dire, donc on va rentrer le mot wesh dans le Scrabble. Pardon, mais j'ai pas connu ça, et c'est pour ça que autant de choses qui me font me dire que voilà, la France n'est plus la France que moi j'ai connue. Et ça tombe bien, c'est le titre de votre livre. Merci beaucoup, Stella Kamga, pour toujours ce verbe venez plus haut, souvent. Comme les éditions du verbe haut. La France n'est plus la France, dialogue non coupable. Et merci à vous, Gil Mikhaili. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.